Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Si certains personnages et certaines périodes de l'histoire existent surtout par les polémiques qu'ils provoquent, je pense par exemple à la Révolution française, au Moyen-Âge, à Jules Ferry ou encore Philippe Pétain, que nous avons d'ailleurs déjà évoqué sur Storia Voce, d'autres paraissent presque être des non-sujets tant les historiens semblent d'accord. Qui viendrait mettre en doute la cruauté de Néron ? De ce constat, il est facile de faire de cet empereur tristement célèbre un emblème du mal à tout point de vue, suffisamment éloigné de nous pour que les polémiques historiographiques soient insignifiantes. Né sous le nom de Lucius Domitius Aeno Barbus, le 15 décembre 37 à Actium, Néron est le dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne. Homme de pouvoir cruel, personnage pervers, esthète sadique, Néron est souvent invoqué comme le summum du mal. Déjà, Pline l'Ancien l'associait à Caligula et le consacrait fléau du genre humain, rien que ça, donc je cite. On peut facilement passer outre les violences, la dureté et les inégalités de la civilisation romaine en soulignant tout ce qui a fait son rayonnement. Pour Néron, ça semble néanmoins plus compliqué et pourtant la rigueur historique et la finesse d'analyse nous présentent toujours les événements et les personnages en relief. On ne peut comprendre Néron sans comprendre sa famille et son enfance, associer uniquement la cruauté de l'empereur à un sadisme malsain et voir en lui exclusivement un poète maudit et mauvais. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Catherine Salle qui vient justement nous proposer un portrait de Néron et dégrossir la vision simpliste qu'on a souvent fait du personnage. Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, spécialiste de l'Antiquité. Vous avez enseigné les lettres et la civilisation latine à Paris X et vous venez de publier une très belle biographie de l'empereur romain que je viens d'évoquer, Néron, aux éditions Perrin. Une première question, Catherine Salle. Quels sont les biographes de l'Antiquité qui ont écrit sur Néron ? Quelles sont nos sources aujourd'hui ? Nous avons plusieurs sources. Nous avons d'une part Suétone qui a écrit la vie des 12 Césars. Parmi ces 12 Césars, il y a Néron. Donc c'est une biographie très importante pour les historiens, même si il y a des erreurs. Et puis il y a Tacite, le grand historien Tacite, qui dans les Annales raconte une grande partie du règne de Néron. Malheureusement, les Annales ne sont pas inachevées, mais elles s'interrompent et nous n'avons pas la fin du règne de Néron par Tacite. Et puis un peu plus tard, au IIe siècle de notre ère, nous avons l'historien grec Dion Cassius qui a écrit un vaste panorama de l'histoire romaine et qui, bien entendu, parle de Néron. Et puis, à ces trois grands historiens, il faut ajouter tous les autres écrivains latins, les poètes, qui, en particulier, ont évoqué Néron dans leurs œuvres. À l'époque, qu'est-ce que les gens retiennent de Néron ? Est-ce qu'il est vu comme nous on le voit aujourd'hui, comme un empereur presque maléfique qui cherche seulement son pouvoir, le luxe ? Tout à fait. Néron a toujours, avec son oncle d'ailleurs Caligula était bien pire, Néron est passé pour le fléau du genre humain. C'est Tacite qui l'appelle ainsi, le fléau du genre humain. Et c'est vrai que les Romains, qu'ils soient écrivains ou autres, ont été très sévères à l'égard de Néron. De plus, Néron a été suivi par des empereurs qui ont été de bons empereurs. Je ne parle pas des empereurs de l'année des 4 empereurs. Je parle de ceux qui vont venir par la suite, c'est-à-dire Vespasien et Titus. Et puis il y aura au IIe siècle toute la dynastie de Trajan, Adrien et de tous ces empereurs-là qui ont laissé de très bons souvenirs aux Romains. Donc Néron, qui clôt la dynastie julio-claudienne, est en fait considéré comme étant une monstruosité de la nature.
Alors, c'est ce que j'évoquais donc dans notre introduction. Néron appartient donc à la dynastie julio-claudienne, et en fait, son entourage familial et en fait les personnes qui l'ont élevé n'ont pas été du tout exemptes de tragédies et de décisions assez terribles. En fait, Néron a tout de suite été baigné dans un univers très violent, très cruel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette enfance? Eh bien, les parents de Néron, d'abord, n'étaient pas sans reproche. Le père, qu'il a très peu connu, il a très peu connu son père, mais son père était un homme cruel. Il s'amusait à écraser les enfants qui jouaient sur les chemins. Il était absolument détesté. Mais il n'a pas eu un rôle politique important, le père. En revanche, il y a la mère. Et la mère, c'est Agrippine, la seconde Agrippine, puisqu'il y a deux Agrippines dans l'histoire. Agrippine la jeune, qui, appartenant à cette famille julio-claudien, voulait absolument que son fils devienne empereur et qui va tout faire pour le porter au pouvoir. Et en particulier assassiner ceux qui étaient dans l'envers de son chemin, comme son mari, l'empereur Claude. Alors, comment elle va faire pour porter Néron au pouvoir? Et comment elle va faire pour réussir à séduire Claude et le convaincre de l'épouser? Alors, pour le porter au pouvoir, en fait, ça se situe sous le règne de Claude, de l'empereur Claude, qui avait un fils, Britannicus. Donc, la succession était assurée. Et Agrippine va séduire Claude, va l'épouser, va faire adopter son fils, qui ne s'appelait pas Néron à l'époque, qui s'appelait encore Caius. Et donc, à partir du moment où Néron est le fils adoptif de Claude, il est plus âgé que Britannicus, donc il est premier sur la ligne de succession. Et puis, elle va tout faire pour, au moment où elle va faire assassiner Claude, parce qu'elle a assassiné Claude probablement avec un plat de champignons, elle va faire en sorte que les troupes romaines voient apparaître comme empereur ce jeune Néron qui avait 15-16 ans à l'époque. Pour être empereur, il fallait que les troupes vous acclament. Donc c'est Néron qui est acclamé et non pas Britannicus. Et alors Néron, il va arriver soudainement au pouvoir. Et au début, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas énormément de pouvoir? En fait, le pouvoir, c'est sa mère qui le détient. C'est sa mère qui a le pouvoir. Ça, alors que les femmes, théoriquement, à Rome, n'ont pas de pouvoir, sa mère, en fait, prend tous les pouvoirs. Elle assiste à toutes les entrevues avec les personnages importants, avec les ambassadeurs des peuples étrangers. C'est elle qui prend les décisions. Et Néron, lui, à 15-16 ans, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas dire qu'il est un grand amour pour sa mère, mais cette femme très autoritaire le domine, le subjugue. Mais ça va changer parce que il va avoir parmi ses professeurs deux hommes que d'ailleurs Agrippine a mis en place, le philosophe Sénèque et l'homme d'armes Burrus, qui vont pousser Néron dans des directions différentes de celles de sa mère. Alors, on connaît tous Sénèque, qui était avant tout un grand stoïcien et un philosophe. Est-ce qu'on peut expliquer et comprendre le décalage qu'il semble avoir entre ce que prêche Sénèque et le mode de vie de Néron, qui paraît totalement aux antipodes? Le décalage s'est produit plusieurs années plus tard. Au début, Néron a été un très bon élève de Sénèque. Il avait beaucoup d'admiration pour Sénèque. Sénèque a écrit plusieurs traités, d'ailleurs, à son intention, pour lui montrer comment devait gouverner un bon souverain. Et Néron, pendant les 5 premières années de son règne, a beaucoup suivi Sénèque et a été un empereur très apprécié et très favorable à toutes les classes sociales. C'est ça qui est important, c'est que il va favoriser toutes les classes sociales, le sénateur, les chevaliers, mais aussi le peuple romain, qui va l'adorer d'ailleurs. Le peuple romain a adoré Néron. Oui, donc entre 54 et 57 après Jésus-Christ, bien entendu, oui. Néron gouverne avec ce que vous appelez, ou ce que les historiens appellent le triumvirat de l'ombre. Oui, c'est ça. Composé donc de Sénèque et Burrus. Et comment ça fonctionne concrètement politiquement? C'est-à-dire que Sénèque, en particulier Burrus, lui, c'est celui qui va former militairement le jeune Néron. C'était un militaire, Burrus. Sénèque, lui, va être à ses côtés, va le conseiller certainement dans les décisions qu'il prend à ce moment-là. Et l'on sait que pendant ses premières années de règne, Néron va prendre des décisions tout à fait favorables à la plèbe,
aux sénateurs, il fallait se mettre les sénateurs de son côté, c'était les gens les plus redoutables à Rome. Et il va baisser les impôts, il va donner des primes à certaines catégories de personnel, il va même, dit-on à l'époque, essayer de s'élever contre la peine de mort et contre toutes les destructions qui pouvaient exister. En particulier, il était tout à fait contre le fait qu'on tue les gladiateurs dans les combats de gladiateurs. Et après, pourtant, il en fera son pain journalier. Mais au début, il ne voulait pas. Et on rapporte un mot de lui, au moment où il doit signer une condamnation à mort, il dit si je pouvais ne pas savoir écrire. Il a pour montrer qu'il est contre cette condamnation à mort, mais il est obligé de la signer en tant qu'empereur. Oui, c'est un empereur Clément en fait. Et alors, oui, tout à fait, un très bon empereur, tout jeune bien sûr. Et les Romains l'adorent parce qu'il est pas mal physiquement. En plus, il a des goûts qui s'apparentent à ceux des Romains puisqu'il aime les courses de chars, il aime les combats de gladiateurs, il aime le théâtre surtout et le chant qui vont devenir ses hobbies favoris par la suite. Et donc, il aime bien être parmi les spectateurs, dans les lieux de spectacle. Et les Romains apprennent à l'apprécier. Et les Romains, d'ailleurs, le peuple romain aimera toujours Néron. Après sa mort, ils viendront pendant des décennies, sur ce qui était l'endroit, soi-disant, de son tombeau. On ne sait pas très bien où était son tombeau, pour honorer sa mémoire. Et alors, vous parlez justement d'une politique qui a l'air apaisée, mais mieux que ça, ou peut-être, en tout cas, en total décalage avec la politique de Claude. Le règne de Néron se caractérise parce que, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, une politique extérieure non offensive, Oui. Et en fait, il préfère sauvegarder et alimenter une bonne entente au sein de Rome plutôt que d'aller conquérir, en fait. Le Sénèque lui a appris qu'un bon prince, c'est-à-dire un bon empereur, devait avoir l'estime de ses sujets. Et donc, il va agir pour cela. Ce qui, petit à petit, d'ailleurs, va l'entraîner à s'opposer à sa mère, parce que sa mère n'avait pas du tout les mêmes principes de gouvernement. Et c'est vrai que le poids d'Agrippine est quand même très lourd pour ce jeune garçon c'est un garçon à 17 ans. Les garçons, ils n'ont plus tellement envie d'être sous la coupe de leur mère. Et alors, on va revenir, avant de reparler d'Agrippine, on va revenir sur les arts. C'est vrai qu'on imagine souvent, on a un peu cette image d'Épinal de Néron qui joue de la lyre, pas forcément très bien d'ailleurs, mais il aimait non seulement l'art, mais également pour les sciences. Oui, et il a beaucoup œuvré pour mettre en fait en avant et favoriser ses connaissances. Ça, j'ai pas mal insisté là-dessus dans mon livre, parce qu'on en parle peu. Or, Néron s'est toute sa vie intéressé à toutes les nouveautés techniques, les nouveautés, et il a toujours favorisé les artisans, les ingénieurs, les architectes qui voulaient expérimenter de nouvelles façons de construire, de nouveaux instruments, et en particulier, on en parlera probablement plus tard, sa fameuse maison dorée, sa fameuse maison d'or, est un concentré de toutes les découvertes scientifiques de l'époque. Il a favorisé toutes ces découvertes scientifiques. Et il allait jusqu'à envoyer des expéditions dans des pays très lointains. Il a envoyé des expéditions aux sources du Nil. C'était quand même, on les connaissait pas encore, vraiment, les sources du Nil, pour voir comment était ce pays. Et on va découvrir de nouveaux animaux, de nouvelles plantes. Il a été toujours très intéressé par cela. Et intéressé et en plus favorisant. J'en cite un certain nombre d'exemples, il y en avait beaucoup, d'exemples de techniques nouvelles qu'il a favorisées et qui sont entrées dans la vie quotidienne des Romains. Et alors là, vous avez évoqué la Maison Dorée, qui est en fait le palais de Néron, dont Sénèque fait une description assez riche dans la vie des Suétone fait une description assez riche dans la vie des 12 Césars, pardon. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments et nous parler un petit peu de cette Domus Aurea? Cette maison, il a profité de l'incendie de Rome. Ça a été effectivement ce qu'il a fait après l'incendie de Rome. L'incendie de Rome a dévasté toute la région qui se trouvait du Palatin jusque de l'autre côté, aux montagnes aux collines qui sont à l'est de Rome. Et Néron va s'approprier ce très vaste espace qui faisait plusieurs kilomètres de long et de large. C'était énorme. Et il va faire construire une maison
Il voulait que cette maison, c'est la fin de son règne, c'est le moment où il est déjà très hanté par cette idée d'être le grand roi de l'univers, et il voulait que cette maison reproduise tout ce qui existait sur la Terre. Alors, il y avait de tout dans cette maison dorée. C'est très vaste, il y a plusieurs kilomètres. Hein. Il y avait des étangs, des montagnes artificielles, des villes artificielles. On avait fait venir des animaux de tout l'Empire, donc il y avait énormément d'animaux. Et puis, il y avait le palais lui-même, qui était en plusieurs morceaux. Et en particulier, ce qui a beaucoup frappé les anciens, c'était cette salle à manger qui tournait sur elle-même selon le soleil, et on vient d'ailleurs de retrouver à Rome, à l'emplacement de la Maison Dorée, le mécanisme qui permettait de faire tourner cette salle à manger. Donc cette salle à manger, les murs étaient couverts d'or en plus. Donc c'était une création absolument extraordinaire. Il y a à l'entrée de la création, il y a celui qu'on appelle le Colosse, qui est en fait une statue de Néron de 30 mètres de haut. Et cette statue de Néron elle sera détruite, mais c'est à cet emplacement qu'on construira, que Vespasien, Titus et Domitien feront construire le grand amphithéâtre de Rome, qui portera à cause de cette statue le nom de Colisée, le Colosseum en fait. Et cette demeure, en fait, Néron n'y a pour ainsi dire pas habité, parce qu'elle n'était pas vraiment terminée au moment où il est mort. On n'en voit plus grand-chose à l'heure actuelle parce que malheureusement on a reconstruit dessus. Les empereurs qui ont suivi ont détruit la Maison Dorée et ont reconstruit. Il y a eu des thermes, il y a eu beaucoup de constructions sur cet emplacement. Et il restait quelques vestiges. On pouvait les visiter il y a encore une dizaine d'années, mais je crois que maintenant on ne peut plus les visiter. Donc on peut très mal se rendre compte de ce qu'est cette Maison Dorée. Toujours est-il qu'on peut constater que Néron, du début jusqu'à sa mort, a œuvré en fait pour les sciences. Oui. Et il y a eu un retournement politique, mais dans le domaine des arts, il est resté... Des arts et des techniques surtout. Là, il avait pris 2 architectes. Ce qui est extraordinaire, c'est que les 2 architectes qu'il avait choisis jusque-là, c'est toujours des Grecs. Parce que les Grecs avaient quand même la haute main sur tout ce qui était artistique et technique. Et là, il a pris 2 architectes italiens. Ce qui prouve qu'il voulait bien favoriser son propre pays et non plus la Grèce. On va revenir dans les années 50. Oui. Donc pendant que Néron exerce ce pouvoir, donc c'est un très très jeune prince, hein, il a moins de 20 ans, Agrippine, elle reste avide de pouvoir et elle va chercher à écarter toute personne qui ait une influence sur Néron, conseiller ou les jeunes femmes dont il tombe amoureux. Comment la relation va évoluer entre Agrippine et Néron pour arriver jusqu'à ce meurtre d'Agrippine par Néron? Ça va très mal évoluer et on comprend très bien pourquoi. À 15 ans, un garçon peut encore obéir à sa mère. 17-18 ans, c'est déjà beaucoup plus difficile, surtout lorsqu'il est empereur et que il a quand même tous les instruments de pouvoir entre ses mains. Et Agrippine ne s'est pas vraiment rendu compte que petit à petit son fils lui échappait. Et en plus, elle était liée à beaucoup de grandes familles de Rome. Elle n'était pas seule, Agrippine. Il y avait toutes les grandes familles de la noblesse, mais il y avait en même temps d'autres familles de la noblesse, d'une part qui n'appréciaient pas que ce soit Néron et pas Britannicus qui soit à la tête de l'Empire, le fils de Claude, et d'autre part qui étaient opposés à Agrippine. Donc qui vont monter des complots. Je les ai pas tous évoqués, les complots, parce qu'il y en a beaucoup. Des complots contre Agrippine, des complots qui vont échouer d'ailleurs. La plupart du temps, ils n'arriveront pas au bout. Mais on a essayé de renverser Agrippine, pas Néron, Agrippine. Oui, parce qu'on pensait que c'était elle qui avait... on pensait que oui, à juste titre, on pensait qu'elle avait le pouvoir. Et petit à petit, en fait, Néron, grâce à Sénèque certainement, puis grâce à d'autres conseillers qu'il avait avec lui, petit à petit s'empare du pouvoir. Il tient entre les mains le Sénat, il tient entre les mains les grands organes du gouvernement, les affranchis bien sûr qui ont un rôle important, et donc petit à petit il peut se séparer d'Agrippine, et ça va d'ailleurs cumuler au moment où il en a tellement assez d'Agrippine qu'il lui interdit d'habiter le Palatin. Le Palatin, c'était la colline où avait la maison des empereurs. Donc elle est obligée de quitter le Palatin, d'aller dans une autre demeure. Il lui retire sa garde personnelle, c'est quand même aussi très significatif, et il ne va pas la voir.
il essaie d'avoir le moins de contact possible avec elle. Jusqu'à finalement l'assassiner. Jusqu'au meurtre final, oui. Vous parlez donc entre 58 et 59 d'un prince qui se libère, et à partir des années 60, Néron tombe dans la démesure. Pourquoi tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais pourquoi ce retournement, et pourtant pourquoi d'un empereur si bienveillant, il y passait un empereur si cruel? C'est un retournement progressif, c'est-à-dire que il faut voir qu'il a entre les mains quand même le pouvoir. Il a l'armée pour lui, il a les grands corps de l'État sont avec lui, donc c'est très difficile aux opposants d'aller contre ses envies. Et puis surtout, il se rend compte petit à petit qu'il peut satisfaire son goût, le goût qu'il a eu dès l'enfance pour le théâtre, pour les représentations, pour le spectacle. Et petit à petit, il va mettre en avant ses intentions. D'autre part, il va tomber amoureux à 2 reprises. D'abord de l'affranchi Actée, qui a été son premier amour et avec qui il gardera toujours d'excellentes relations. Actée, d'ailleurs, sera celle qui, au moment de sa mort, va l'ensevelir. Donc, elle était restée pas loin de Néron. Alors, Actée était une femme grecque probablement, ou syrienne, on ne sait pas très bien, qui lui a appris l'amour, ça c'est certain. Et puis, elle était plus âgée que lui, petit à petit, s'en est éloignée. Mais en ayant toujours de très bons rapports avec elle. Et surtout, il va faire la connaissance de la plus belle femme de la cour romaine, qui est Poppée. Poppée, qui est une femme extraordinaire. On sait qu'elle se baigne dans du lait d'ânesse, qu'il y a des troupeaux d'ânesses qui la suivent partout où elle va pour qu'elle puisse se baigner dedans. Elle est extrêmement belle, elle est extrêmement coquette. Elle a eu l'idée, lorsqu'elle sort avec d'autres personnes, de masquer par un voile une partie de son visage, ce qui fait que on ne voit pas son visage entier. Tout le monde veut voir ce visage entier. Elle est vraiment très très belle. Alors, ce sera assez compliqué pour Néron de la voir parce que il est marié, Néron. Il a épousé la sœur de Britannicus, et on se débarrasse pas comme ça de la sœur de Britannicus, qui est la fille de l'ancien empereur Claude. Et elle a encore beaucoup de partisans à Rome, cette pauvre jeune femme qui est très effacée, et il va arriver enfin à la faire mettre à mort dans des conditions d'ailleurs épouvantables. Elle ne méritait pas ça, elle ne méritait pas d'être tuée, surtout pas dans ces conditions-là. Et à peine est-elle morte que Néron épouse Poppée. Et donc, on a un couple impérial d'une magnificence, d'une richesse, d'une élégance incomparable. Et il va avoir une petite fille de Poppée. Alors, Néron, père de famille, ça va être pour lui la grande révélation de sa vie. Malheureusement, la petite fille meurt à 3 mois, quoi. Et cette pauvre Poppée, elle est enceinte une seconde fois. Il y a une scène de ménage classique, qui n'est pas du tout à approuver, mais classique. Néron bat sa femme, lui envoie des coups de pied. Un coup de pied est fatal. Elle fait une fausse couche et elle meurt. Donc, il perd Poppée de cette façon-là. Par sa faute. Mais il ne voulait pas la tuer. Enfin, vous me direz que tous les maris violents ne veulent pas tuer leur femme, quelle que soit l'époque à laquelle on se situe. Et alors il rentre en fait dans une période où vous parlez de trois aspects de sa vie qui vont être accrus, un amour pour le luxe, développement de sa cupidité, de sa cruauté. Quels sont les éléments en fait qui nous permettent de voir ce contraste en fait entre cette période et celle de ses 20 ans? Pendant les premières années de son règne, il s'est contenté d'éloigner les gens qu'il gênait, mais il y a eu un moment où il ne pouvait pas les éloigner. Et le premier qu'il gênait, c'était Britannicus. Britannicus qui n'était pas bien agressif, mais qui avait tout un clan avec lui. Il y avait énormément de Romains qui voulaient que Britannicus arrive au pouvoir. Et Néron, ça va être son premier meurtre. Il va se débarrasser de Britannicus en lui faisant boire pendant un festin, où lui-même assistait d'ailleurs, une boisson empoisonnée. Britannicus meurt sur le champ. Et donc il n'y a plus, le frère n'est plus là, quoi. Donc il est seul maintenant, Néron. Et puis il va se débarrasser d'un certain nombre de personnages qui font partie des opposants, parce qu'il y a des opposants quand même au règne de Néron. On va croire que tout le monde était d'accord pour que Néron règne. Et il va s'en débarrasser toujours dans des conditions assez bizarres, assez mystérieuses. Et puis il reste Agrippine.
Et Agrippine, elle est de plus en plus furieuse, parce que elle, qui avait été toute maîtresse à Rome pendant 4 ou 5 ans, elle voit qu'elle n'a plus de pouvoir. Son fils l'a écartée, elle n'a plus de pouvoir. Et elle monte des conjurations contre son fils. Et à ce moment-là, Néron dit, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de la supprimer. Alors la mort d'Agrippine est un chef-d'œuvre des annales de Tacite, puisque il faut pas qu'on puisse accuser Néron d'avoir tué sa mère. Le meurtre d'une mère, c'est quand même le pire qui puisse exister. Et donc, il va faire semblant de se réconcilier avec elle. Ils vont se réconcilier sur une des villes de la baie de Naples, où il y avait des propriétés impériales. Néron raccompagne Agrippine jusqu'à un navire qui est là pour qu'elle regagne une autre ville de la baie de Naples où elle avait sa maison. Mais c'est un navire truqué, parce que faut pas oublier que Néron a dans son entourage des architectes et des ingénieurs très savants. Et au moment où le navire arrive en pleine mer dans la baie de Naples, le plafond s'effondre. Le plafond de l'endroit où Agrippine était allongée avec une de ses suivantes et un de ses amis s'effondre sur elle. Et donc tout le monde est projeté à la mer. Et la suivante a eu la mauvaise idée de dire « je suis Agrippine, je suis Agrippine ». Et à ce moment-là, tous les marins l'enfoncent dans la mer à coups de rames. Agrippine a très bien compris. Elle a dit « c'est contre moi que c'était ». Elle va partir à la nage. Elle a plus de 50 ans. Elle va traverser en pleine nuit, à un moment où il fait froid, à la nage, toute une partie de la baie de Naples pour se réfugier dans sa maison de Baule qui était sur la baie de Naples. Et là, elle reçoit l'accueil très amical de toute la population qui est contente de voir Agrippine. Et on avertit Néron, on dit Agrippine est toujours vivant. Alors là, il dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la tuer, vraiment. Et il envoie des soldats qui vont poignarder Agrippine. Et elle va dire, dit-on, mais enfin ça c'est peut-être aussi une légende postérieure, elle dit au centurion qui allait la frapper d'un coup de poignard, elle lui dit frappe au ventre qui a porté un tel monstre. Et elle meurt, elle est brûlée, son corps est brûlé très vite, enseveli très vite. Néron est enfin seul. Mais Néron, c'est aussi une des caractéristiques du personnage, il est pour les solutions extrêmes. Bon, le meurtre d'Agrippine, c'est quand même la pire solution qu'il pouvait envisager. Mais il a des remords. C'est un homme qui est bourrelé de remords toute sa vie. Après la mort d'Agrippine, il n'ose pas revenir à Rome. Il va rester 2 ans dans la baie de Naples en disant « les Romains vont me reprocher d'avoir tué ma mère ». Et quand il décide enfin de revenir à Rome, il est accueilli en triomphateur à Rome. Tout le monde, il y a des cortèges dans toute la ville, il y a des grandes célébrations, des sacrifices. Et il se rend compte qu'en fait, ce meurtre d'une mère, parce que on le comparait à Oreste, quand même, qui avait tué sa mère dans la tragédie grecque, et il se rend compte qu'en fait, les Romains ne sont pas sensibles au meurtre d'Agrippine. Agrippine n'était à ce moment-là plus très aimée par le peuple romain, donc bon débarras. Qui commence un peu cette escalade de violence par le meurtre de sa mère. Et c'est très intéressant, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, qu'il ne le fait, enfin, qu'il n'est pas cruel par amour du sang, mais plus par la peur qui le ronge, la peur de lui-même perdre la vie, de perdre le pouvoir et de perdre sa popularité. C'est un homme peureux, Néron. Son oncle Caligula, lui, était cruel par goût du sang. Il adorait voir les gens, trucider les gens. Il disait au bourreau, fais-le mourir lentement, que je le vois mourir. Mais enfin, Caligula était un paranoïaque et un pervers. Hein. Néron, c'est pas du tout le cas. Néron est quelqu'un qui a peur en permanence. Il a peur de tout. Il est persuadé que quand il accomplit un acte criminel, le meurtre de Britannicus, le meurtre d'Agrippine, ce sont quand même pas des détails, il va être à la fois poursuivi par les hommes et poursuivi par les dieux, parce qu'il y a aussi les dieux dans l'affaire. Et on voit qu'après le meurtre d'Agrippine, il devait aller en Grèce, et il ira plus tard, mais il n'ose pas y aller, parce qu'il sait que l'oracle de Delphes punit les matricides, et donc il n'ose pas y aller. Et quand il essaie d'embarquer, il y a toujours quelque chose, un présage qui fait qu'il n'embarquera pas parce qu'il a peur. Il a peur, en fait, d'être... on ne sait pas très bien de quoi il a peur, d'ailleurs, mais il se dit, si je vais en Grèce, là, je vais être puni. À ce moment-là, parce qu'après, plus tard, il ira en Grèce.
Alors se produisit une catastrophe la plus grave et la plus horrible de toutes, celle provoquée dans la ville par la violence des flammes. C'est Tacite dans les Annales qui parle du fameux incendie de Rome, qu'on reproche souvent à Néron d'ailleurs, et qui a éclaté dans la nuit du 18 au 19 juillet 64. Et alors ce que vous dites, c'est que Néron n'est pas responsable de l'incendie, et puis en fait il n'était même pas à Rome à ce moment-là. Il faut dire que ce sont les chrétiens qui ont beaucoup reproché à Néron d'avoir mis le feu à Rome. En fait, à l'heure actuelle, la plupart des historiens comme moi sont d'avis que l'incendie n'a pas du tout été décidé par Néron. D'abord, on dit qu'il voulait voir une ville en flammes, il voulait composer un poème sur l'incendie de Troie. Il n'était pas à Rome à ce moment-là, il était à Axium, il était loin. Il lui a fallu presque une demi-journée pour revenir à Rome, donc il n'a pas vu le départ du feu. Et ensuite, une fois qu'il a été à Rome, il a pris des mesures pour lutter contre l'incendie, tout à fait positives. Il a fait, je cite, il a fait ce qu'on appelle la part du feu, que les anciens ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il va obliger l'armée à détruire une partie de demeure pour laisser un terrain vide, ce qui fait que les flammes ne peuvent plus passer, elles sont arrêtées là. Ce qui par la suite donnera la médisance selon lesquelles il aurait fait détruire Rome. Mais non, là, c'était les pompiers de Rome qui ont fait ça. On sait que c'est quelque chose qui est utilisé à l'heure actuelle dans les grands incendies. Ça a été un incendie épouvantable. Tout le centre de Rome y est passé. Le centre de Rome, on ne sait pas d'où. C'est parti du Colisée, c'est parti du centre, du Colisée. Le Colisée n'existait pas, excusez-moi. C'est parti du Grand Cirque. Et ça s'est répandu extrêmement vite parce que, d'une part, il y avait un vent très violent qui soufflait à ce moment-là sur Rome. Et d'autre part, il y avait énormément de matières inflammables qui se trouvaient là. Il y avait tous les petits commerçants qui étaient près du cirque, près du forum, avec de la nourriture, avec des vêtements, avec tout ça, ça a pris feu très vite. Le vent a porté ces flammes très rapidement et tout le centre historique de Rome y est passé. Et ce qui permet de dire que Néron n'a certainement pas incendié Rome, c'est qu'il a été la première victime de l'incendie. Il avait des collections artistiques inestimables au Palatin et dans d'autres grands bâtiments de Rome qui se trouvent dans le centre. Tout ça, ça a disparu. Toutes ces peintures, ces sculptures, tout ce qu'il avait, ça a disparu. Il a été le premier à être victime de cet incendie. Donc, il n'était pas à Rome. Il a pris les mesures qu'il fallait pour essayer d'arrêter ce feu. L'incendie va se répandre pendant 10 jours. Il s'arrête, on croit qu'on a enfin vu le feu, il repart de nouveau 4 jours d'incendie. Et ensuite, il va quand même prendre des mesures tout à fait positives pour la reconstruction de Rome, parce que Rome, tout le centre a disparu. Les quartiers périphériques ne sont pas les beaux quartiers de Rome. Ce qui est beau, c'est le centre de la ville. Et là, il va y avoir des obligations de construction qui ne seront pas respectées, d'ailleurs, il faut bien dire, mais qui en elles-mêmes étaient très bonnes. C'est-à-dire que chaque maison doit être séparée de la suivante par un espace. Donc, le feu ne peut pas passer d'une maison à une autre. D'autre part, il faut qu'il y ait des réserves d'eau dans toutes les maisons de Rome. Ça, on ne sait pas très bien si ça a été suivi ou non. Et donc, cette construction a recommencé au moment de la fin du règne de Néron, mais ça ne sera pas suivi d'effet. Il y aura d'ailleurs d'autres très grands incendies. 20 ans plus tard, il y en aura de nouveau un monumental sous le règne de Domitien qui va de nouveau détruire une partie de Rome. Ça, c'est quelque chose de permanent à Rome, les incendies. Et Néron ne peut pas être tenu pour responsable. Il a au contraire fait tout. Et alors, ce qui a suscité les commentaires déplaisants, c'est qu'avec ses esclaves, il courait dans tout Rome, parce que vous imaginez cette ville tout le centre de la ville qui disparaît, le nombre de réfugiés. Il y avait des gens qui n'avaient plus de maison, qui avaient tout perdu. Dans le centre de Rome, vous aviez ces immeubles locatifs qui avaient 6 ou 7 étages. Donc là, ils étaient mal construits, ils ont été les premières victimes de cet incendie. Donc, Néron va ouvrir, il a une grande propriété sur le Vatican, c'est-à-dire de l'autre côté du Tibre. Et tout ça, ça va être ouvert aux réfugiés de Rome, pour qu'ils puissent être abrités.
Et c'est là où il va faire persécuter les chrétiens, d'ailleurs. Et alors, les chrétiens, il a choisi de les persécuter pour, en fait, focaliser la responsabilité sur eux? Il fallait trouver des victimes, des responsables. Des responsables vis-à-vis des dieux. Parce que ce qui était le pire, c'était de penser que les dieux avaient provoqué cet incendie. Pour punir qui? Néron, bien sûr. Et Néron va trouver une voie parallèle. Et il se trouve qu'à Rome, il y avait à ce moment-là des petites communautés chrétiennes, c'était pas des grosses communautés. Et ces chrétiens étaient encore la plupart du temps confondus avec les juifs, puisque c'était des communautés judéo-chrétiennes. Et Néron s'est dit, ben voilà, eux, ce sont des responsables tout trouvés. Alors, puisqu'ils ne font pas de sacrifice aux dieux romains. Donc, on va mener une enquête, on va arrêter un certain nombre de chrétiens. On pense qu'il y a eu à peu près 200 chrétiens arrêtés. Et Néron a une idée, cet homme de spectacle, c'est celui qui monte toujours des spectacles extraordinaires. Il s'est dit, mais on va offrir la mort des chrétiens en spectacle à tous ces réfugiés qui sont dans mes jardins du Vatican. Donc, on attache les chrétiens à des arbres et on met le feu. Donc, il y a des torches vivantes dans ces jardins du Vatican qui sont en fait des chrétiens en flammes. Et les Romains apprécient beaucoup ça. Ils trouvent que c'est une fête comme on n'en a jamais vue jusque-là. Bon, Néron n'est pas critiqué, mais bien sûr, plus tard, les chrétiens vont particulièrement lui reprocher ils auraient été livrés aux bêtes. Il faut bien dire qu'ils seraient de toute façon morts, ces chrétiens. Mais dans l'amphithéâtre, livrés aux bêtes. Là, on a trouvé une autre forme de mort. On avait fait venir aussi quelques tigres, quelques lions, quelques bêtes pour les attaquer en bas. Et ça a été une grande fête, une grande fête pour les Romains réfugiés, pour ces Romains qui n'avaient plus rien. On leur a donné une belle fête. Jusqu'à ce que l'histoire se retourne contre Néron. L'histoire se retourne, évidemment. Et alors, la fin de sa vie, comment est-ce que Néron change de politique à la fin de sa vie? Il décide de voyager. Oui. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Il a jamais beaucoup voyagé. Néron n'a pas été un voyageur, alors que les autres empereurs rendaient visite, en particulier aux légions, qui étaient tout autour de l'Empire. Néron, non. Mais dans les dernières années de son règne, il trouve que les Romains ne sont pas suffisamment partisans de ces grandes manifestations théâtrales, artistiques qu'il donne, puisque maintenant il chante en public, il joue des tragédies en public à Naples, parce qu'à Rome c'était un peu plus difficile. Et il dit, les Romains ce sont des ignares, ils n'y comprennent rien, je vais aller en Grèce, parce qu'en Grèce, là, il y a des gens qui comprennent l'art. Et donc il va entamer cette grande tournée en Grèce, qui va durer presque 2 ans, dans laquelle il emmène un cortège extraordinaire. Il y a ces orgues électriques, il avait des orgues, ces orgues hydrauliques, des orgues qui marchaient avec de l'eau. Au moment de sa mort, d'ailleurs, il sera en train de regarder les orgues hydrauliques. Et alors, dans des chars qui sont tout molletonnés pour que ces orgues ne risquent rien. Il amène toute une série de concubines qu'on a déguisées en Amazone. Il y a alors sa claque particulière, parce qu'il s'était constitué une claque particulière d'hommes qui étaient ces Néronies, enfin ces partisans de Néron, qui avaient la charge de l'applaudir, de crier des louanges à son égard. Donc c'est un cortège absolument monstrueux qui va se diriger vers la Grèce. Et en Grèce, il va se promener un peu dans toutes les grandes villes grecques, pas Athènes. Il voulait pas aller à Athènes parce qu'Athènes c'était le berceau de la démocratie. La démocratie, ça lui plaisait pas. Il va donc aller dans toutes les villes et en particulier, il va participer à tous les grands jeux grecs. Olympiques, bien sûr, mais il y a les jeux néméens, les jeux ismiques, les jeux pythiques, et à chaque fois, bien entendu, il faut le déclarer vainqueur. Là, il participe dans presque toutes les épreuves, épreuves de chant, épreuves de musicales, épreuves de course, épreuves de conduite de char, et toutes ces épreuves, il faut qu'il soit vainqueur, bien entendu. L'empereur ne peut être que vainqueur. Donc, il va revenir à Rome avec près de 2000 couronnes remportées dans toutes ces épreuves olympiques. Et il a été très content des Grecs. Il leur a donné la liberté, d'ailleurs. Enfin, une liberté toute relative. Ils dépendent toujours de Rome. Et quand il revient en Italie, il est ravi.
de cette tournée qu'il a fait en Grèce, et il a l'intention de réitérer cet exemple en allant en Égypte, parce que l'Égypte est aussi un pays où les arts sont quand même importants. Mais là, l'histoire ira plus vite que lui. Oui, alors finalement, Néron va aller jusqu'au suicide et c'est comme ça que son règne va se terminer. Enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a aidé? Comment ça s'est passé? Il a été contraint de se suicider. Il était poursuivi par différents candidats à l'Empire, parce que, bien sûr, c'est Galba qui va être celui qui va l'emporter, les 3 empereurs de l'année des 4 empereurs. Mais à Rome, les Romains n'ont pas apprécié du tout que Néron les quitte pendant 2 ans pour aller voir ces Grecs. Et donc, il y a des complots partout dans Rome, on le cherche pour l'exécuter. Donc, il va s'échapper, et ça, alors, c'est le dernier acte de la vie de Néron qui est particulièrement lamentable, parce qu'il est poursuivi. Il va dans des terrains marécageux qui sont là jusqu'à la demeure d'un de ses affranchis qui est près de Rome. Il veut pas rentrer par la porte principale parce qu'il pense qu'on va l'attendre là. Donc, il fait abattre un mur à l'arrière de la maison pour rentrer par là. Mais on lui dit, on a envoyé de Rome des soldats qui vont t'exécuter. Donc, la solution la plus honorable pour lui, c'est de se suicider, évidemment. Mais, et c'est là où la fin de Néron est particulièrement lamentable, il n'a pas le courage de se suicider. Et il faut que ce soit un de ses affranchis qui est avec lui, qui pousse le poignard dans le cœur de Néron, et il va mourir, et sa dernière phrase, il l'a répété à plusieurs reprises, il dit « Un grand artiste meurt en moi ». Quel artiste, qualis artifex pereo, quel artiste meurt en moi, parce que pour lui, ce qui avait été important dans sa vie, c'était pas son pouvoir impérial, c'était ses succès en tant qu'artiste, chanteur, comédien, etc., et musicien. Comment elle est acceptée, cette mort, par le peuple romain? Alors, les classes dirigeantes romaines ont été très contentes. Mais ça va entrer dans 2 ans de guerre civile épouvantable. Parce qu'il va y avoir 3 empereurs qui vont se succéder, Galba, Othon et Vitellius, et les partisans des uns et des autres vont se bagarrer entre eux, chacun va mourir de façon épouvantable, et c'est une période très dure pour Rome, et ça va se calmer au moment où va arriver au pouvoir Vespasien qui à ce moment-là est en Orient, puisque c'est lui qui est en train de régler la guerre contre les Juifs, mais Vespasien était un très grand empereur, et donc les autorités romaines, les classes dirigeantes romaines n'ont pas profité du tout de la mort de Néron. Le peuple romain, lui, l'a beaucoup regretté parce que c'était un empereur qui était sympathique avec tout le monde, qui venait leur serrer la main, qui leur disait bonjour, qui leur donnait des spectacles. Bon, je parle même pas du spectacle des chrétiens transformés en torches vivantes, mais les spectacles donnés dans l'arène ou dans les théâtres par Néron ont été de grands moments de distraction du peuple romain. On voit bien que toutes les civilisations de nos jours, quelqu'un qui donne un grand spectacle, il est très apprécié. Et Néron était très apprécié. Et l'on sait que, bien longtemps après sa mort, les Romains du petit peuple, je parle pas du tout des Romains des classes dirigeantes, vont se réunir à l'endroit où son affranchi, Acté, et ses 2 nourrices qui étaient encore avec lui, 2 nourrices grecques, vont faire brûler son corps et vont probablement l'enterrer. On n'est pas tellement sûr qu'ils sont enterrés les cendres, bien sûr, mais ça va devenir un lieu de rendez-vous pour les Romains du petit peuple, j'entends, qui pleurent en Néron l'homme qui avait su comprendre leur désir et leur soif du spectacle, finalement. Merci beaucoup Catherine Salle pour votre éclairage sur cet empereur très très peu connu, Néron. Je vous invite vivement, chers auditeurs, à découvrir plus en profondeur le personnage de Néron par la lecture de l'ouvrage de Catherine Salle paru aux éditions Perrin. Le style est vif et très accessible pour tous ceux qui veulent rafraîchir ou approfondir leur connaissance en histoire romaine. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.